Bonsoir, un petit garçon est mort aujourd'hui aux États-Unis. Il avait 2 ans. Il appartenait avec sa famille à une secte qui vivait repliée, retranchée et qui a accueilli la visite des policiers à coups de carabine dans le Texas. Une fusillade nourrie a alors opposé les agents fédéraux aux membres de la secte, comme au cinéma, mais ce n'était pas du cinéma. Plusieurs personnes ont été tuées des deux côtés, parmi elles l'enfant de 2 ans, Claude Sampère. L'opération contre la secte avait été préparée depuis plusieurs mois dans le plus grand secret. Pourtant, lorsque les agents fédéraux ont donné l'assaut, c'est à coups de fusil qu'ils ont été reçus. Alors que les troupes d'élite s'approchent au sol, un policier sur le toit tente de pénétrer par une fenêtre, mais les membres de la secte le repoussent en tirant à travers les murs. Ce policier va s'en tirer avec beaucoup de chance. Au cours de l'assaut, 4 de ses collègues seront tués sur le coup. 2 membres de la secte auraient également été tués, dont un enfant de 2 ans. Visiblement, les agents fédéraux ne s'attendaient pas à une telle résistance. Ils étaient venus à l'aube donner l'assaut à ce ranch près de Waco, dans le Texas, la propriété d'une secte, les Branch Davidians. Une forteresse protégée jour et nuit par un mirador et des gardes. La secte, fondée en 1933, prédit une fin du monde imminente. Son chef, David Koresh, se prend tout simplement pour Jésus-Christ. Selon les policiers, l'homme posséderait en fait un véritable arsenal militaire dans son ranch. Après la première fusillade, les autorités ont négocié un cessez-le-feu pour évacuer tous les blessés et commencer les négociations. Nous avons négocié toute la nuit. Ce matin, nous allons recommencer. Mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de changements. Seul résultat positif, la nuit dernière, la libération de quelques enfants. Mais à l'heure actuelle, le siège continue. 300 policiers appuyés par des hélicoptères de l'armée et des véhicules blindés. À l'intérieur du ranch, David Koresh et ses 80 disciples n'ont toujours pas manifesté l'intention de se rendre. Si vous voulez comprendre ce qui paraît souvent incompréhensible, si vous voulez entrer sans y adhérer dans le secret des sectes, je vous invite à lire le livre de mes confrères Jacques Cotta et Pascal Martin, tous deux grands reporters à France 2, une enquête publiée par Flammarion. L'opération humanitaire en Bosnie a bien eu lieu. Les Américains ont bien largué les vivres et les médicaments au-dessus de la Bosnie, mais la manne serait tombée sur les positions serbes. Récit de nos envoyés spéciaux Olivier Lerner et Jacques Gérard. Viser juste, c'est l'obsession des pilotes américains qui ont tourné leurs cartes dans tous les sens pour bien se la mettre en tête. Pour parachuter de façon efficace ces palettes de vivres d'environ 700 kg pièce, l'armée américaine a d'abord pensé à se protéger. Gilet pare-balles, parachute, casque d'acier, masque à oxygène pour tout le monde. Le vol va durer 6 heures. Aucun avion de chasse n'est prévu pour assurer une quelconque protection. 20 736 repas tout préparés vont être largués. Voilà qui donne à réfléchir. Des militaires expérimentés ont pris place dans l'appareil. Certains tics se réveillent pourtant. Au-dessus de la Bosnie orientale, l'ambiance dans l'avion va changer. C'est le moment crucial. Subitement, l'avion perd de l'altitude, la rampe arrière s'ouvre, le pilote incline légèrement son appareil. Après une dizaine de secondes, tout est terminé. Ensuite, l'angoisse se porte ailleurs. Il faut attendre maintenant avant de savoir si les containers se sont posés devant les bons destinataires. Retour de mission, 5 heures du matin. Une conférence de presse est organisée dans la base américaine. Les pilotes sont évidemment contents d'être rentrés, mais le commandant de l'opération, lui, doute à voix haute. Difficile de dire si les colis ont atteint les objectifs choisis. Un doute justifié. Le front se déplace tous les jours en Bosnie. Dans ces conditions, il devient quasiment impossible de répartir équitablement les vivres et les médicaments parachutés. Selon certains radioamateurs, il semble bien que les Serbes ont été les premiers servis hier soir. Et ce ratage du premier parachutage américain fait les gorges chaudes dans les rues de Belgrade, où nous retrouvons Jacques Merlino et Claude Sicard. Coca-Cola Boom est la nouvelle chanson que l'on entend dans les rues de Belgrade. Son auteur, Alexander Filipovic, se moque en musique de la volonté américaine. À propos du parachutage, il estime qu'il faudra envoyer également de la crème pour torticolis, car tout le monde s'est tordu le cou pour voir les avions, mais sans résultat. Cette ironie se retrouve également chez les journalistes. Les gens qui attendaient désespérément cette aide ne les ont pas encore reçus.
Même les papiers, les petites informations, les actes ne sont pas encore arrivés. Mais ce doute sur l'efficacité du parachutage n'exclut pas une certaine inquiétude. L'Amérique, en son manière, va jouer un rôle ici, mais ce rôle peut être très dangereux. Inquiétude partagée dans les milieux officiels, mais avec cette fois une crainte plus précise. Bien que cette aide soit la bienvenue, elle peut être dangereuse, car elle peut avoir des conséquences imprévisibles. On peut craindre une provocation, car les musulmans espèrent toujours déclencher une intervention militaire occidentale. Et puis on souligne ici que cette opération peut relancer les combats en Bosnie. Les différents groupes armés peuvent en effet être tentés de s'affronter pour prendre le contrôle de ce pactole tombé du ciel. En situation de pénurie et de marché noir, tous ces colis valent beaucoup d'argent. C'était de la dynamite. Les policiers qui enquêtent sur l'explosion de Manhattan à New York en ont la conviction. La bombe était d'une forte puissance, plusieurs centaines de kilos. L'attentat a donc été minutieusement préparé et serait le fait d'un groupe bien organisé. Lequel? C'est encore un mystère. Les précisions de notre envoyé spécial permanent aux États-Unis, Bruno Albin. 9 h, l'ouverture à la bourse de New York, le World Trade Center est fermé, mais les Golden Boys sont au travail. À Wall Street, dans la salle des marchés du Crédit Lyonnais, solidarité oblige, les employés de la banque française se sont serrés pour accueillir leurs collègues américains chassés de leur bureau par l'explosion de vendredi. Ces visiteurs un peu spéciaux n'ont pas le moral à zéro. Nous avons des bureaux à Seattle, à Dallas, à San Francisco. En cas d'urgence, nous avons aussi d'autres bureaux dans le quartier des affaires. Tout devrait finalement bien se passer. Des milliers de courtiers se sont recasés là où ils pouvaient, dans des hôtels, dans des bureaux inoccupés, chez des collègues. Ils ont dévalisé les magasins d'ordinateurs, récupéré leurs programmes informatiques. Les conséquences de l'explosion de vendredi n'ont pas perturbé la séance. Beaucoup de firmes ont des plans tout prêts pour ce genre de circonstances. Par le passé, nous avons eu des pannes de courant ou des inondations dans les bureaux. Et nous sommes toujours prêts à faire face à ce genre d'accident. Les deux grandes tours du World Trade Center resteront fermées au moins une semaine. Mais ce matin, un bâtiment touché vendredi a ouvert afin que puissent fonctionner presque normalement les marchés à terme qui brassent des milliards de dollars et qui rapportent des millions à la ville de New York. Il faut plus qu'une bombe pour arrêter le monde de la finance. Ceux qui sont revenus ce matin au travail n'avaient pas l'air particulièrement inquiets. De tous les bâtiments touchés, celui-ci semble sûr. Ça nous permet de travailler. J'avais quelques appréhensions ce matin, mais finalement, tout a l'air d'être OK. Il s'agit maintenant de rassurer les centaines de milliers, pour ne pas dire les millions de New-Yorkais qui travaillent au quotidien dans les tours. Hier, le FBI semblait faire preuve d'un peu plus d'optimisme. Certains témoignages et l'examen approfondi des plaques minéralogiques des voitures retrouvées sur le lieu de l'explosion dans le parking permettent, semble-t-il, d'orienter l'enquête dans des directions un peu plus précises. Un Palestinien a tué aujourd'hui à coups de couteau 2 Israéliens et blessé 7 autres en plein centre de Tel Aviv. Son action était préméditée, elle a été revendiquée par le djihad islamique. Charles Anderlin nous appelle de Jérusalem. La police a réussi à prendre rapidement le contrôle de la rue. Les 9 Israéliens blessés à coups de couteau sont évacués vers les hôpitaux. 2 décéderont durant le trajet, une femme est dans un état désespéré. Les forces de l'ordre ont sauvé le meurtrier, un jeune gazan de 19 ans qu'une foule en colère voulait lyncher. Tous les Palestiniens qui travaillaient dans le quartier ont été emmenés en lieu sûr pour éviter de nouveaux incidents. Les manifestants scandent « Mort aux Arabes » et « Rabin, démission ». Cet attentat le plus sanglant à Tel Aviv depuis un an intervient après un regain de tension dans les territoires occupés. 36 Palestiniens ont été tués depuis le début de l'année au cours d'accrochages avec l'armée. Pour le Premier ministre Yitzhak Rabin, qui a réagi avec modération à l'attaque de ce matin, seul le processus de paix permettra de trouver une solution. Pour continuer les négociations, nous ne demandons pas aux Palestiniens de cesser le terrorisme, qu'ils n'exigent pas de nous de cesser de lutter contre leur violence. Il faut négocier indépendamment de tout cela. Mais en l'absence d'une solution au problème des expulsés au Sud-Liban, les pourparlers israélo-palestiniens sont dans l'impasse, alors que les informations sur un éventuel accord israélo-syrien se multiplient. M. Rabin a dit hier soir qu'il fera son possible pour ne pas restituer la totalité du Golan à la Syrie, ce qui veut au moins dire qu'il y pense.
Il y a une chanson que de nombreux enfants fredonnent en ce moment, Heal the World, de Michael Jackson. Heal the World, soigne le monde pour en faire un monde meilleur. Eh bien, c'est cette chanson qui a retenti aujourd'hui en l'église du Sacré-Cœur à Liverpool. Chanson reprise en chœur et en pleurs par tous les amis de James, ce petit garçon de 2 ans, assassiné il y a quelques jours par 2 autres garçons âgés de 10 ans. Le petit James a été enterré aujourd'hui. Notre envoyé spécial Christian-Marie Monod décrit l'émotion de toute une ville. Silencieuse et recueillie, plusieurs centaines de personnes ont bravé le froid matinal et le vent glacial pour saluer une dernière fois le petit James, 2 ans. La petite église catholique de Kirkby, dans la banlieue de Liverpool, n'a pu accueillir que les parents et les amis proches de la famille de ce petit garçon assassiné par 2 jeunes de 10 ans. Bien en évidence, un petit fauteuil que son père lui avait fabriqué avec ses 2 ours préférés. À la demande des parents, l'office s'est terminé par la chanson de Michael Jackson, Heal the World, guérir le monde. Jackson a d'ailleurs envoyé un message de condoléances à la famille. Ce drame a suscité une réaction d'un évêque anglican. Il me semble qu'une partie des crimes spécialement commis par les jeunes proviennent du fait qu'ils se sentent exclus de la société. La foule est restée silencieuse aujourd'hui et a respecté la douleur des parents. Il n'en sera peut-être pas de même mercredi prochain, jour de l'ouverture du procès des 2 jeunes meurtriers présumés. Le gouvernement souhaite plus de répression, d'autres estiment peut-être que c'est l'occasion de penser aux jeunes délinquants. En France, la réforme de la procédure pénale fait des heureux les avocats et des mécontents les policiers et les magistrats, certains d'entre eux du moins. Les avocats parce que cette réforme leur attribue un droit qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent et qu'ils réclamaient, celui de pouvoir assister une personne gardée à vue. Christophe Tortora et Jean Cornu ont suivi les premiers pas d'un avocat du barreau de Nanterre, mis à contribution. Le premier appel pour cette journée d'astreinte de cet avocat du barreau de Nanterre. Sur le département des Hauts-de-Seine, il y a 4 avocats de permanence de jour, 4 la nuit. La première mission de Maître Bénichou a lieu ici, au commissariat de Gennevilliers. Depuis hier soir, un homme est entendu par les policiers. L'entretien avec cet avocat ne va durer que quelques minutes. J'ai senti qu'il se tournait vers moi pour effectivement me demander de l'aide, mais au niveau de ses conditions actuelles de détention. Ses inquiétudes, c'était de savoir ce qu'il allait se passer, s'il allait être libéré, et effectivement de savoir s'il pouvait avoir du café, des cigarettes, des choses comme ça, parce que il est enfermé depuis effectivement plus de 20 heures. Est-ce que vous êtes entretenu sur le fond avec lui, sur son affaire? Pas du tout. D'ailleurs, j'ai pas le droit de m'entretenir avec lui sur le fond. Je ne suis pas là pour assurer sa défense. Je suis simplement là pour lui donner lui dire quels sont ses droits. Comme tous les avocats qui se sont déplacés aujourd'hui dans les locaux de garde à vue, Maître Bénichou n'a pas été payé. Ses frais de voiture ne lui sont pas remboursés, pourtant elle était volontaire. Comme on est complètement convaincu que cette loi est une bonne loi au niveau de l'intervention des avocats dans la garde à vue, on va le faire 2 mois. Après ces 2 mois, si les conditions ne s'améliorent pas, les bâtonniers menacent de ne plus désigner personne. La France était jusqu'à aujourd'hui, avec la Belgique, un des derniers pays en Europe à refuser l'accès des locaux de police aux avocats. Quant aux magistrats, leur réaction est fort différente. Ils appliqueront la loi, bien sûr, mais à contre-cœur. Elle aurait dû être agrémentée à leurs yeux de moyens financiers et humains. Dominique Verdeillan et Éric Mangani ont choisi pour l'illustrer le tribunal de grande instance de Bobigny, près de Paris. Dans son cabinet d'instruction, Anna Manès se sentait seule maître à bord. Depuis cette nuit, le destin de celui qu'elle n'a pas inculpé mais mis en examen lui échappe un peu. Certes, le mandat de dépôt, c'est elle qui le signera, mais la décision d'incarcérer sera prise par un juge délégué. Cette loi, les juges d'instruction la ressentent comme une loi de défiance à l'égard du juge d'instruction, parce qu'il a peut-être déplu, parce qu'il a peut-être gêné pour certaines choses, et je ne sais pas si ça sera plus efficace, plus respectueux des droits individuels. En tout cas, ce sera beaucoup plus lourd. Le juge délégué, c'est le nouveau casse-tête des présidents de tribunaux. Il ne peut être ni juge d'instruction, ni un juge de correctionnel ou d'assises. Les permanences sont donc dures à gérer quand la juridiction est en sous-effectif. Il n'y a même pas eu de poste créé pour appliquer cette loi. Il n'y a même pas eu de création de postes au sens budgétaire du terme pour appliquer cette loi.
Et en outre, vous faisiez allusion à la présence à Bobigny de 90, en Seine-Saint-Denis, de 90 juges pour le département. En fait, il n'y en a que 81 actuellement disponibles, parce que 2 ou 3 postes sont vacants. Il y a plusieurs magistrats en congé de maternité et d'autres en congé de maladie. Bobigny, ce sont par an 17 000 gardes à vue et 700 présentations au parquet. Or, cette loi engendre une charge supplémentaire, d'où la nécessité pour le ministère public de faire des choix. Cela amènera certainement le parquet à abandonner certains secteurs de l'action publique, des secteurs moins voyants, mais qui ont quand même une utilité. Un nouveau code que les magistrats appliquent à contre-cœur. Et si vous avez croisé aujourd'hui une robe noire souriante, ne cherchez pas, c'était un avocat. Vous vous souvenez sans doute de cette pub en noir et blanc pour une célèbre marque de couverts Guy de Graine. Gamin, il se faisait toujours réprimander à l'école parce que le calcul ou la lecture l'ennuyait et pourtant il avait du talent, le talent d'un créateur. Eh bien c'est pour permettre l'éclosion d'artistes en herbe que Jack Lang veut développer l'enseignement des arts à l'école. Les rares profs débordés apprécieront, les élèves également. Chantal Quimerlin et Gilles Dobler reviennent du collège du Bras d'Or dans le Pas-de-Calais. Mais non, Roger Damcourt n'est pas un prof seul. La preuve, voici ces 603 élèves du collège. Il les a tous en classe. Il est leur unique prof de dessin. Le professeur d'art plastique, a fortiori quand il est plasticien en plus, a envie de donner beaucoup plus. Et les classes passent comme des météores. Je suis toujours frustré justement. Écrire, je n'ai pas interdit d'écrire. On ne fonctionne pas uniquement avec la raison, l'intelligence et le raisonnement, mais nous proposons l'intuition, nous proposons l'imagination. On travaille avec sa sensibilité, et c'est là, à travers les arts plastiques, qu'il va justement révéler certaines facettes de sa personnalité. La moyenne en France, un prof d'art pour 20 classes. Ça signifie qu'il faut arroger 2 ou 3 ans pour connaître chacun de ses élèves. Pas le temps d'approfondir les relations, alors que, paradoxe, c'est souvent en dessin ou en musique que les élèves en difficulté se découvrent des qualités qui restent cachées dans d'autres disciplines. Essayer plusieurs voies. L'une des finalités, là je ne l'ai pas dit, des arts plastiques, c'est justement d'amener à ce fameux lien social, faire en sorte d'intégrer l'enfant dans un système, que le plus démuni puisse trouver sa place. On est libre, on est relax, c'est un cours, c'est pas comme les autres quoi, mais on est quand même noté quoi. Si l'homme a su transmettre à ses élèves son goût pour la liberté, l'audace et la création, il manque au prof qu'il est du temps et des vrais cours pour mettre ses principes en application. Quant au ministre de l'Éducation et de la Culture, il pense déjà à la suite, c'est-à-dire à son avenir et à celui de la France. Les deux pourraient être confondus. Jack Lang n'exclut pas d'être candidat à la présidence de la République. Confidence recueillie par Lorraine Cousin. Moi, je suis de ceux qui sont optimistes. Je crois à notre pays. Je crois que notre pays a des chances formidables de développement économique, de développement culturel, de développement social. Et je souhaite en effet être avec d'autres l'un de ceux qui, au cours des prochains mois ou des prochaines années, va se battre pour que notre pays soit pleinement maître de lui-même et aille de l'avant. Donc vous êtes candidat éventuellement au présidentiel? Je suis candidat à une candidature pour créer un débat, susciter la confrontation et pour que les idées d'imagination, de progrès soient présentes dans ce débat. René Monory, invité du Club de la presse d'Europe 1, apporte sa contribution au débat. Le président du Sénat se prononce pour un mandat présidentiel de 5 ans. Écoutons-le. Que je pense de plus en plus que dans une société moderne, il faut remettre en cause plus souvent les institutions. Et j'arrive maintenant, ça n'a pas toujours été le cas, à être plutôt pour le quinquennat. Et puis je me suis rendu compte l'autre jour, je voyais, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais je voyais le président de la République répondre aux questions des téléspectateurs et ça me confirmait encore dans le quinquennat. Pourquoi Parce que je trouvais que c'était plus la gestion au quotidien qu'une gestion prospective, alors que ça me paraissait un petit peu triste. L'affaire du sang contaminé aura-t-elle une incidence aux élections législatives? Plus précisément, Edmond Hervé, l'ancien ministre de la Santé, sera-t-il sanctionné par les électeurs de Rennes qu'il avait réélus en 88? Il est aujourd'hui impossible de le savoir. Jacques Deveau et Gabriel Camillia ont en effet constaté que la campagne locale portait davantage sur le métro que sur le sang. Étrange ambiance de campagne électorale à Rennes. Ici, l'affaire du sang contaminé est dans tous les esprits et pourtant, aucun adversaire d'Edmond Hervé ne s'en empare.
Nous ne devons pas polémiquer. Je crois que la justice est saisie du dossier. Je souhaite simplement que la justice aille jusqu'au bout. À droite, on préfère évoquer la crise économique. L'UPF a choisi Yvon Jacob, directeur du groupe Legris Industrie. Un industriel face à un universitaire. Écoutez, je crois que M. Hervé a une caractéristique, c'est qu'il n'a jamais fait autre chose que de la politique pendant sa vie. Moi, j'ai beaucoup travaillé avant de commencer à en faire, et je pense que c'est ça qui me donne non seulement le droit, mais le devoir aujourd'hui de me présenter pour justement m'occuper des problèmes économiques et des problèmes de l'emploi. Et c'est bien sur les problèmes locaux que se joue la campagne. Edmond Hervé doit défendre son projet de métro pour Rennes, un investissement de plus de 2 milliards qui divise la population. Or, pour la première fois depuis que le projet est adopté, le maire de Rennes se retrouve face à ses électeurs. Lorsque, par exemple, en tant que maire de Rennes, je lance un grand chantier tel que celui du Val, qui emploie quelques 800 personnes, je crois que je suis en plein dans la solidarité avec le Parti socialiste et le gouvernement. Un métro que condamnent les écologistes et qui interdit toute union avec Edmond Hervé. Il est possible que dans certaines circonscriptions, et selon les personnes qu'il y a au second tour, il puisse y avoir de notre part ou de la part d'autres personnes, d'autres formations politiques, certains retraits, mais ça se passera dans des conditions locales qui ne sont pas réunies à Rennes. Des écologistes arbitres du débat qui pourraient faire chuter Edmond Hervé, reste une inconnue. Quel impact aura l'affaire du sang contaminé sur les électeurs? Sachez qu'à l'occasion de ces élections, un mouvement nouveau se dessine, son nom RPS. Il ne s'agit pas d'une alliance contre nature entre le RPR et le PS. RPS, cela veut dire Rassemblement par le sport. Et il a son premier candidat, Jean-Luc Rouget, champion du monde de judo en 75. Yann Lavoie et Gilles Ragry sont allés le voir dans la 5e circonscription de l'Essonne. Moi, je suis là. Lorsqu'il part en campagne sur les marchés d'Essonne, on le repère vite, Jean-Luc Rouget. Sa taille et sa carrure en font un candidat peu ordinaire. C'est encore plus vrai lorsqu'il énonce les grands thèmes de son mouvement politique, le rassemblement par le sport. Performance, solidarité, respect des règles, 3 idées forces pour devenir député de 13 millions de sportifs français. On veut présenter quelques députés qui puissent représenter le sport et qui puissent porter haut les valeurs du sport. Donc bien sûr, ça ne se cantonne pas un député à part entière, il ne parlera pas que de sport, il aura un avis bien sûr sur tous les grands problèmes de la nation. Actuellement bien sûr c'est le chômage, c'est la circulation et les communications, c'est l'insécurité, c'est tout cela. Les 200 sportifs de haut niveau qui ont déjà adhéré au mouvement, parmi eux Gérard Rouillet ou Michel Hidalgo, comptent bien dans l'avenir obtenir satisfaction sous cette nouvelle bannière si les électeurs suivent. Je marche dans ce genre de plan, oui, parce que on n'a rien à perdre de toute façon. Je trouve que dans le fond, le sport, c'est pas plus mal. Hein. De toute façon, on les a tous vus les autres. Faut bien qu'ils changent. Jean-Luc Rouget sait bien qu'il ne pourra pas régler tout seul les grands problèmes sociaux ou économiques, mais il souhaiterait que son mouvement dans l'avenir joue un rôle plus important. Je me présente aux législatives, mais c'est pour lancer le mouvement. Ce qui nous intéresserait plutôt, c'est de travailler au sein des conseils généraux et des communes. C'est là où nous serons le plus efficaces, parce que nous sommes proches du terrain, et là nous savons travailler. À 43 ans, Jean-Luc Rouget ne se lance pas dans une carrière personnelle. Il souhaite simplement mettre au profit de tous ce que le sport lui a apporté. C'est une école de vie, tout simplement, et je crois que ceux qui sont passés par le sport et qui ont fait de la compétition, eh bien, ils sont marqués à vie et ont appris quelque chose d'important. C'est que pour réussir, il faut se battre, il faut respecter ses adversaires. Faut-il voir dans l'image qui va suivre une nouvelle intervention du président de la République dans la campagne électorale? Le chef de l'État, à qui ont été présentés 2 modèles de la nouvelle petite Renault, la Twingo, avait le choix entre 2 couleurs, la rouge et la bleue. Il a choisi la rouge. Mais vous l'avez remarqué, il a tourné à droite. Mesdames, mais aussi messieurs, soyez attentifs si l'on vous propose des produits dits amaigrissants. Attentifs, autrement dit, pas dupes. Ces produits, ceux qui contiennent par exemple de la carnitine, n'ont pas forcément les vertus qu'on leur prête. Ils ne peuvent, en ces temps gris et froids, avoir qu'un seul effet, l'effet placebo. Enquête de Philippe Boisserie et Alban Micosi. La meilleure carnitine du marché, on la trouve ici, chez son boucher. Car la carnitine est avant tout un produit naturel, présent dans la viande. Certains ont simplement voulu en faire un produit miracle, soit pour mincir, soit pour soutenir l'effort physique. Il a été prouvé que la carnitine améliorait la performance. Les sportifs de haut niveau utilisent nos produits, en sont particulièrement satisfaits
Et donc, on n'a pas de raison de retirer des produits qui satisfont notre clientèle et qui sont conformes à la réglementation. L'argumentation est a priori solide, mais elle connaît de nombreux détracteurs, à commencer par les scientifiques eux-mêmes. À ma connaissance, la carnitine est inefficace. Elle ne fait pas maigrir du tout. Elle ne facilite pas l'exercice sportif non plus. Ça ne sert, à ma connaissance, à rien. C'est du vent, on peut appeler ça le placebo du vent, une escroquerie aimable, enfin, selon la dose d'agressivité qu'on y met. Escroquerie, vous avez dit escroquerie, mais après tout, s'il y a des acheteurs, et puisque le produit n'est pas dangereux pour la santé, tout cela ne pourrait rester que commerce d'illusions et fausses promesses. Non, ce n'est pas légal puisqu'une commission d'experts a, après étude, déclaré que ces effets étaient absolument faux et mensongers. Il est bien évident que l'on se trouve en situation d'une déclaration ou d'une publicité qui est mensongère et qui est réprimée comme telle. À la répression des fraudes, on a donc dressé des procès-verbaux pour tromperie et publicité mensongère, ou encore pour des dosages autorisés allègrement dépassés. Certains fabricants ont préféré promettre de retirer leurs produits du marché. Pourtant, sur les rayonnages, certains sont toujours là et font toujours maigrir sérieusement le portefeuille. Nous n'oublions pas le salon de l'agriculture dont nous vous avons longuement parlé hier. Nous allons le faire à nouveau aujourd'hui d'une façon singulière en rendant hommage au cheval de trait. Le salon a d'ailleurs décidé d'organiser cette année le premier trophée international du cheval de trait. Pourquoi cet hommage ? Tout simplement parce que le cheval de trait, ou plutôt la jument de trait, rend un énorme service aux juments stars, celles qui passent leur dimanche sur les champs de course et qui n'ont pas le temps de porter leurs petits. Les juments de trait leur servent de mères porteuses. Sophie Jouve et Khaled Belkiria vous disent comment. Elles n'ont même plus le temps d'avoir des bébés. La famille ou la compétition au plus haut niveau, pour les juments aussi, le dilemme se trouvait posé, mais ça c'est du passé. Aujourd'hui, les stars des concours hippiques trouvent ici, dans les Ardennes, la solution à leurs problèmes. Ces bonnes grosses juments de trait dévouées et dociles vont leur retirer une sacrée épine du sabot en portant et en élevant leurs héritiers. Grâce au transfert d'embryons, l'enfant de Borane va ainsi se retrouver dans le ventre de la massive coquette. Mise au point par l'INRA de Tours, la technique utilisée par Tanguy de Sainte-Marie est indolore et ultra simple. Du liquide physiologique est injecté dans l'utérus de la vraie mère pour immerger et récupérer l'embryon âgé de 7 jours. Repéré au microscope, il est ensuite déposé dans l'utérus de la jument porteuse. Elle va le porter pendant 11 mois, qui est la durée de la gestation de la jument. Puis, après le poulinage, la mère porteuse et donc la mère nourricière maintenant va nourrir ce poulain pendant 5 à 6 mois, car les meilleures nourrices à l'heure actuelle sont ces juments de trait. Beaucoup de lait et maternelle avec ça, on leur trouve à nouveau toutes les qualités à ces juments de trait et pour cause. Chaque transfert d'embryon rapporte au haras 20 000 francs, mais même à ce prix-là, c'est une aubaine pour le propriétaire de la jument de course. C'est intéressant puisque l'éleveur pourra avoir 3 poulains au maximum par saison de sa jument, et donc ainsi rattraper le retard qu'a pris cette jument par le fait qu'elle tournait en compétition. Histoire d'amour, histoire d'argent, chacun semble y trouver son compte, et le cheval de trait, une reconversion inattendue. Le violoniste, La chute de l'ange, message biblique, Le songe d'une nuit d'été, tous ceux qui aiment Chagall reconnaîtront les œuvres de ce peintre français d'origine russe. Mais il faut savoir que plusieurs de ces peintures n'ont jamais été vues en France. Eh bien, ce sera possible grâce à l'exposition que propose la galerie Pilzer sur les Champs-Élysées à partir du 5 mars. L'expo avant l'expo avec Gérard Dalmas et François Granier. Ce n'est pas tous les jours qu'on déballe un trésor. Seulement voilà, nous n'étions pas tout seuls pour l'arrivée de 40 Chagall, dont 21 inédits en France. Il y avait beaucoup de monde dans les coulisses de la galerie Pilzer, à commencer par la douane, des messieurs sans pantalon à rayures rouges, car il s'agissait du bureau commercial des importations, des fonctionnaires pointilleux pour pointer chaque tableau et sa provenance parmi les 20 caisses venant du monde entier, collectionneurs privés et musées, surtout le musée d'État russe de Saint-Pétersbourg. Auteur du bris officiel des scellés,
l'équipe du transitaire spécialisé veillant jalousement lui aussi sur les expéditions à travers la planète et sur la qualité particulière des emballages de bois. Quant aux témoins les plus stressés par ce déballage, c'étaient les envoyés spéciaux du musée d'État russe de Saint-Pétersbourg, conduits par leur vice-directeur chargé des arts plastiques. Pour cet établissement, Chagall, peintre unique, est une image à part dans l'art, surtout pour ses tableaux de la période 1908-1917, période faste qui est composée en quelque sorte par 3 chapitres majeurs de sa vie. D'abord, il est juif et russe. Ensuite, de 1910 à 1914, il vient se frotter aux grands artistes de Paris, centre du monde pour les mouvements de l'art. Enfin, il revient, certes modifié, mais il revient avec un goût renforcé pour son pays d'origine, ses églises, ses juifs volants, ses décors de petites villes provinciales russes. 1908-1917, 60 tableaux seulement sur les milliers du mètre. Pour un Chagall à la fois novateur et traditionnel, avec des œuvres rattachées à l'avant-garde russe, mais avec toujours beaucoup de fraîcheur et une tendresse pour le quotidien. Il avait des mains d'harmonie dans la palette, la tête au ciel juif et les pieds dans le paysage russe. D'ailleurs, en Biélorussie, Chagall veut dire celui qui a marché. Chagall, le peintre qui rêvait avec ses pinceaux. Sophie Davant vous recommandera tout à l'heure la prudence, notamment si vous habitez le Midi. La neige a couvert en effet le Grand Sud et perturbe sérieusement la circulation dans la région de Toulouse notamment. Regardez ce reportage de Sandrine Meurck et Gilbert Usan. Première victime des intempéries, les routiers. Depuis 17 h, l'accès à l'autoroute Toulouse-Montpellier leur est interdit pour faciliter le travail des chasse-neige, ce qui bien sûr n'est pas du goût des professionnels de la route. En Italie, il tombe de la neige. Malheureusement, il en tombe plus qu'ici. Bon, ben, demi-heure après, on repart. 4 chasse-neige, le sel, et c'est fini. Ici, parce que quand ça a commencé à neiger, le goudron était à 2 degrés, on m'a dit, le tôle. Bon, ils auraient salé à ce moment-là. L'affaire était classée. Le sud, de nouveau piégé par la neige? Pas encore. Depuis ce matin, on racle et on sale le bitume à tour de bras. Et si, comme dans le Roussillon ou les Pyrénées-Orientales, l'Aude avance ce soir très au ralenti, la région n'est pas encore paralysée. Le sud a des neiges qui ne sont pas toujours très agréables à travailler. Et en l'occurrence, souvent, ce sont des neiges qui sont chargées d'humidité et qui sont beaucoup plus difficiles à déneiger, à traiter. C'est dans la nuit que le centre d'information routière s'attend aux plus grosses difficultés. Alors, un bon conseil, ne prenez la route qu'en cas d'extrême nécessité. Et un autre conseil, écoutez bien les précisions de Sophie. Dans un instant, avant à 20h50, la fresque de Philippe de Broca, en tout cas la première partie. La seconde partie aura lieu demain, les 1001 nuits, avec un trio de choix, Thierry Lhermitte, Gérard Jugnot et Vittorio Gassman. À 22h20, François de Closet vous permettra d'en savoir plus sur l'astrologie, la voyance et la numérologie. Il y aura une forte audience ce soir, j'en suis sûr. À 23h35, Catherine Sellac vous donnera les dernières informations avant le cercle de minuit. Bonne soirée sur France 2. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.